Présenter. Bonjour à tous, merci d'être là. Merci Julien de nous avoir rejoints pour parler du coup de ce sujet, de la montée en compétences techniques dans les équipes de développement, de test évidemment et de tout ce qui entoure l'IT. Je te laisse te présenter. Oui, merci Arthur. Moi, je suis donc Julien Venqua Québec. Je suis le fondateur d'une start-up qui s'appelle Upskill for IT, donc qui est orientée sur les problématiques d'upskilling et de diffusion de bonnes pratiques à l'échelle, donc de bonnes pratiques IT à l'échelle dans les entreprises, les grands groupes. Donc, on a créé cette société il y a un an environ. Et je suis également le CEO d'une société qui est spécialisée dans le test et la qualité qui s'appelle All for Test et qui est plus donc là une entreprise qui existe depuis une quinzaine d'années. Eh bien, merci. Et effectivement, on se connaît depuis un petit moment parce que tu organises aussi la soirée du test à Sophie C'est vrai. Antipolis. Voilà, et tu es aussi présent à pas mal d'événements avec All for Test ou Upskill. Notamment, il y a la JFTL à Paris bientôt. Ouais, tout à fait. Vous On a avez- fait soirée du test Bordeaux, c'était très sympa. Et puis là, la prochaine étape, c'est JFTL Paris en juin. Il y aura sûrement une soirée du test à Lille en octobre. Le teasing. Voilà. Super. Beaucoup d'événements autour de ces sujets-là. Ben, merci. Et donc, de mon côté, moi, je suis Arthur Magne. Je suis CTO et cofondateur d'une startup qui s'appelle Promise. Ça fait un petit moment qu'on existe. Donc, on parle toujours de startup, mais ça fait quand même 8 ans qu'on a créé la société. On est spécialisé dans la qualité logicielle, mais autour de tout ce qui tourne autour des équipes de développement et de test sur cette problématique du partage de connaissances. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de ce sujet aujourd'hui. On fait des webinars assez régulièrement, donc toutes les semaines, sur des sujets du dev, du test, aussi d'organisation des équipes tech, l'approche en flux, etc. Donc, il y a encore plein de webinars à venir. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir parler de ce sujet en prenant un petit peu de la hauteur sur comment est-ce que aujourd'hui on structure justement ces démarches d'apprentissage dans les équipes et pourquoi est-ce qu'on doit le faire, surtout. Donc, je vais démarrer par introduire un petit peu le sujet, et présenter pas mal de choses autour de ça, puis ensuite on parlera d'une approche un peu complémentaire avec Julien autour du e-learning et du coaching aussi spécifique pour les équipes. Tout ça appuyé par des outils éventuellement qu'on peut avoir à côté, donc des approches assez innovantes sur la manière la plus efficace et la moins coûteuse aussi pour les entreprises de pouvoir continuer à former tout le monde dans les équipes. Alors, pour démarrer, j'aime bien prendre un exemple concret de pourquoi est-ce qu'on fait tout ce qu'on est en train de se raconter. Donc là, vous reconnaissez tous, hein, c'est une voiture. C'est une Toyota. Toyota, une entreprise qui fonctionne très bien, mais en 2009, ils ont eu des petits soucis de production sur plusieurs modèles en fait, de véhicules de ce type-là, comme la Prius, qui leur a coûté beaucoup d'argent. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le problème qu'ils ont eu sur ces voitures, c'est que les voitures accéléraient toutes seules. Elles se mettaient comme ça d'un seul coup à accélérer alors qu'on ne leur avait rien demandé. Donc, ce qui est plutôt dangereux, c'est pas C'est génial. embêtant. Voilà, pour une voiture, c'est pas la meilleure feature à avoir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte que ça venait du code source, en fait, ce problème. Donc, il s'est passé quelque chose au niveau d'équipe de dev et évidemment d'équipe de test derrière qui est passé complètement entre les mailles du filet. Et ça leur a coûté assez cher. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait un petit post-mortem sur pourquoi est-ce que ça arrivait justement ce problème. Ils ont été assez transparents là-dessus. Et donc, il y a tout un article qui est sorti où vous expliquez que le code source de l'entreprise était devenu tellement impossible à maintenir que lorsqu'il fixait un bug ou un défaut, ça introduisait toujours des nouveaux bugs et des nouveaux défauts. Ouais, une situation, j'imagine, que vous n'avez jamais vécue chez vous, quelque chose qu'on voit très rarement. Donc, bien sûr, on plaisante, ça arrive très souvent, en fait, que des fois, on a tendance à avoir des châteaux de cartes entre les mains et quand on fixe quelque chose, ça casse autre chose. Et donc, c'est horrible à gérer pour l'équipe de développement et pour l'équipe de test derrière qui passe son temps en fait à remonter toujours des choses. Donc là, c'est un exemple concret. Donc, il continuait à raconter un petit peu que ça venait aussi de choses qui étaient devenues beaucoup trop complexes, qui étaient plus possibles à tester. C'était vraiment intestable. Et les développeurs chez Toyota parlaient de spaghetti code. Justement, le code spaghetti, on connaît bien dans la partie dev, c'est quand tout est mélangé, il n'y a aucune bonne pratique qui a été appliquée sur le projet. Et évidemment, ça coûte de l'argent
On ne s'en rend pas forcément compte quand on n'a pas de gros problèmes en production, des fusées qui explosent ou des voitures qui accélèrent tout de suite. Mais là, ils s'en sont rendus compte parce qu'ils ont eu 1,2 milliard de dollars d'amende. Donc ça, c'est ce que ça leur a coûté vraiment en direct. Et ils ont dû dédommager les propriétaires et ça leur a coûté 1,6 milliard. Donc on est presque à 3 milliards juste en dédommagement, sans compter d'image de marque, parce que voilà, on est en 2023 puis on en parle encore. Là, du coup, ça fait une petite pub pour Toyota. Mais voilà, ça leur a coûté très très cher. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre vraiment l'impact de ce manque de partage de connaissances dans les équipes, en fait, parce que c'est pas dû à des équipes qui étaient juste pas efficaces ou pas très douées techniquement. C'était lié justement à l'approche qu'ils avaient autour de comment est-ce qu'on communique des manières de faire dans l'équipe. Et c'est vraiment le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. On voit en plus des bugs potentiels qu'on peut avoir comme ça dans les projets, que la non-qualité, ça coûte beaucoup de temps à l'équipe. Évidemment, le temps, c'est de l'argent. Il y a une étude qui a été faite par Stripe il y a quelques temps qui montrait que les développeurs passent en moyenne 40% de leur temps à maintenir de code, à gérer justement des techniques, etc. Donc c'est tout de suite énorme en fait, ce temps qu'on passe en fait et qu'on perd à devoir maintenir tout ça. Donc, évidemment, il y a du temps qui est incompressible qui doit être dédié à ça, mais souvent dans les entreprises, ce temps, il mange beaucoup trop de temps disponible des équipes. Ça va à plus de 50%, jusqu'à des fois 80 ou presque 100% du temps qui est juste utilisé pour maintenir des systèmes à flot. Donc ça, c'est vraiment problématique. Et en fait, si on prend un peu de recul et qu'on se dit comment ça se passe, pourquoi est-ce qu'on perd autant de temps, on peut regarder un exemple avec Al, ici dans Malcolm, qui arrive chez lui, qui essaye d'allumer la lumière, il voit qu'il n'y a plus d'ampoule, il ouvre le placard pour chercher une ampoule, il voit qu'il manque une vis, il va chercher un tournevis, il se rend compte que le tiroir grince, il va chercher de l'huile, il n'y avait plus d'huile en fait dans la grange, il prend sa voiture pour aller acheter de l'huile et il voit qu'il y a un problème dans le moteur. Donc il y a Louise qui rentre et qui lui dit je croyais que tu étais en train de réparer l'ampoule, et lui il dit qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? Et en fait, c'est un bon exemple parce que ça montre bien notre vie dans les équipes tech, où on commence à fixer un problème, on se rend compte qu'il y a d'autres problèmes par-dessus. Donc on essaye de changer un système de connexion, puis on voit que c'était mal fait et que du coup, il faut repasser sur tout le système, etc. Donc c'est vraiment quelque chose en fait qui peut impacter notre vie dans l'équipe et nous faire perdre énormément de temps. Et pour réussir à pas avoir ces problèmes, en fait, on doit passer par des solutions assez complexes aujourd'hui de formation, etc. Donc souvent, quand on travaille dans d'autres métiers que dans l'IT, en fait, c'est des choses qu'on peut voir tout de suite. C'est super tangible. Par exemple, si vous étiez électricien ou installateur de fibres, quand vous arrivez dans un bâtiment et que vous voyez un bâtiment qui a des câbles dans l'état de ce qui est en bas, vous vous rendez tout de suite compte que ça va être impossible à maintenir ou à faire évoluer, qu'il y a forcément des problèmes quelque part. Peut-être que ça fonctionne, mais dans ce cas-là, il ne faut surtout pas toucher. Alors qu'en haut, en fait, vous voyez exactement comment c'est réalisé et c'est très facile de pouvoir faire évoluer le système. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, dans l'informatique, on a des systèmes qui sont encore pires que ce qui est en bas, mais bien pire. On connaît des entreprises et des projets où vraiment c'est beaucoup plus catastrophique que ça. Et pour autant, vu qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on a l'impression que l'interface fonctionne, etc., on ne voit pas tous ces problèmes, sauf qu'en fait, pour l'équipe de développement qui doit travailler là-dessus au quotidien et l'équipe de testeurs qui doit essayer de trouver où est-ce qu'il y a des soucis là-dessus, c'est super coûteux, c'est super compliqué. Et c'est vraiment un vrai problème qu'on ne puisse pas justement exprimer facilement la complexité de ce sur quoi on est travaillé. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle, évidemment, ça va nous coûter beaucoup de temps et d'argent. En fait, on a souvent l'impression dans les équipes qu'on a du code de mauvaise qualité. On parle du code de dev, mais aussi du code de test, qui peut être de mauvaise qualité, qui peut être dur à maintenir, etc. Mais on a souvent l'impression que tout le monde s'en fout. Alors, c'est une impression et c'est plus ou moins vrai. Mais c'est vrai que dans certains contextes, on a l'impression que quand on est dans des grands groupes, en fait, il y a tellement de turnover, il y a tellement de gens qui passent sur le code que, en fait, on ne prend pas de temps de se poser la question de est-ce que c'est important ou pas, justement, de faire des choses comme il faut. Et là, ça peut être très dangereux, en fait, parce que du coup, on va juste dégrader notre système petit à petit. Et ça va arriver aussi dans les contextes, du coup, où on ne va pas travailler sur cet apprentissage continu, etc. Il y a un autre problème aussi qui va être un problème plus d'ego qu'on va avoir dans les équipes. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez. En fait, on va avoir des différentes personnes qui
vont soit se prétendre experts sur un sujet et vont pas être d'accord entre eux. Mais ce qu'on sait très bien, c'est qu'il n'y a pas forcément une seule bonne manière de faire des choses. On a toujours plein de pratiques différentes qui vont être appliquées dans les différentes entreprises. Donc là, il y a l'exemple avec, par exemple, les data test ID pour faire des tests d'intégration, enfin, des tests d'interface en front, où on a une équipe sur deux qui va dire c'est bien d'utiliser data test ID, d'autres qui vont dire non, on va utiliser la structure, d'autres qui vont dire non, on doit utiliser des classes. Les équipes de dev vont pas être d'accord avec l'équipe de test, etc. Donc juste pour un sujet aussi précis que celui-là, on voit que c'est déjà compliqué de se mettre d'accord, alors que justement, il faudrait qu'on soit d'accord, qu'on ait des standards définis au sein des équipes pour pouvoir tous travailler de la même manière et pouvoir faire surtout évoluer ces standards petit à petit. Ça veut dire que chaque mois, on va apprendre des nouvelles manières de faire, des nouvelles choses, que ce soit via du e-learning, que ce soit via des conférences, etc. Et en fait, à chaque fois qu'on apprend quelque chose, ça devrait servir à l'entreprise et au moins à notre équipe. Et souvent, on a des gens qui vont apprendre différentes manières de faire à droite à gauche, qui ne vont pas partager assez avec le reste de leur équipe ou avec l'entreprise. Et en fait, on a juste l'impression que c'est du temps perdu parce que ça fait des silos de connaissances à droite et à gauche qui ne sont pas capitalisés, qui ne sont pas utilisés pour l'entreprise. Donc vraiment, on a beaucoup de problématiques en fait qui vont impacter justement la qualité de ce qu'on produit. Il y a des choses qui sont aussi un peu indépendantes de notre volonté, mais il y a le turnover dans les équipes quand il y a beaucoup de changements. Les connaissances ont tendance à venir, à partir, et puis on a des manières différentes de faire qui vont arriver. Donc si on ne travaille pas sur ce partage de connaissances en continu, de manière agile, évidemment, ça va poser problème. On ne peut pas dire à une entreprise, comme quand on part du cycle en cascade ou du cycle en V, on va tous suivre un mois de formation sur le React, sur Gherkin, etc. Et puis, on sera tranquille pendant les 10 prochaines années. Ça n'existe pas dans notre métier. Des choses évoluent trop vite, des frameworks changent tout le temps. Il y a un moment, c'était Cypress qu'il fallait utiliser, maintenant c'est Playwright. Il y a un moment, c'était React, maintenant c'est encore autre chose, etc. Et puis, les manières de développer, quand on fait du DDD, de l'architecture hexagonale, etc., tout ça, ça évolue très vite. Donc vraiment, il faut essayer de rentrer dans une démarche agile sur notre formation et notre apprentissage. Donc, on a des silos de connaissances entre les équipes parce que, évidemment, c'est complexe déjà à gérer au sein d'une équipe, mais entre différentes équipes, quand on passe à l'échelle, c'est encore plus complexe. On va avoir des équipes qui ont des manières de faire complètement différentes, qui vont résoudre les mêmes problématiques plusieurs fois. Donc là, on va perdre du temps, etc. Donc c'est là aussi où des solutions comme du coaching à l'échelle ou du e-learning peuvent aider justement à passer plus à l'échelle là-dessus. L'hétérogénéité dans les équipes, évidemment, quand il y a des personnes qui arrivent, qui ont suivi une reconversion de 4 mois et qui travaillent avec des gens qui ont 20 ou 30 ans d'expérience mais qui ne veulent pas changer leur manière de faire, ça peut poser des problèmes dans les deux sens. Soit parce qu'on a trop d'expertise, on ne veut plus changer, soit parce qu'on n'a pas du tout d'expertise et du coup, on cherche des manières de faire, mais on ne sait pas trop quoi faire. Donc, il faut toujours être ouvert, toujours essayer de chercher qu'est-ce qui serait mieux pour le projet, mais travailler avec tout le monde pour essayer de ne pas aller non plus sur des systèmes trop avancés, trop complexes que des personnes qui seraient juniors ne pourraient pas comprendre. C'est aussi un problème qu'on identifie dans les équipes. Et aujourd'hui, une autre problématique, c'est qu'on a beaucoup de domaines différents à connaître lorsqu'on est développeur ou testeur. Quand on dit des domaines, c'est par exemple, de mon côté, c'est sur la partie dev. Maintenant, quand on écrit du code, il faut faire attention à la RGPD, il faut faire attention aux problématiques de sécurité, il faut faire attention à la performance, il faut faire attention à la portabilité, est-ce que ça marche sur les différents navigateurs, etc. Plus il faut que le code soit maintenable, plus il faut que l'architecture soit bien découplée, donc il faut réduire les coûts, etc. Donc vous imaginez, en fait, il y a énormément de choses à savoir, en plus des frameworks, des langages, etc. Donc pour une personne seule, c'est impossible de tout connaître et de tout apprendre de cette manière-là. C'est pour ça que c'est intéressant de faire en partageant des connaissances et de faire avec les autres. Donc si on est tout seul, on ne peut pas forcément tout apprendre, on va vraiment galérer. Mais si on est dans une équipe, déjà, on peut bénéficier de ce que les autres ont déjà appris. Et si on est dans une entreprise où il y a plusieurs équipes, encore mieux. Et encore faut-il avoir des communautés de pratique ou commencer justement à se poser cette bonne question. Donc il y a différentes études aujourd'hui qui sont arrivées sur le sujet de la productivité des équipes de dev et de test, et vraiment la productivité des entreprises sur la partie IT. Notamment, il y en a une qui s'appelle Accelerate. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vraiment, elle est super intéressante. Alors, il y a la version de 2023 là, qui est en train d'être faite. Il y a le survey là, qui est en cours, c'est-à-dire l'étude en fait, justement des différentes entreprises. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'ils ont interviewé des milliers d'entreprises dans le monde, des entreprises dans l'IT, et ils ont essayé de regarder quelles étaient les entreprises qui performaient bien
donc qui délivraient rapidement de la valeur, etc., qui s'en sortaient très bien, versus ces entreprises qui délivraient mal, ou très peu, qui avaient beaucoup de bugs, beaucoup de problèmes de sécurité, etc. Et une fois qu'ils ont catégorisé un petit peu ces différentes entreprises, ben, ils ont vu des écarts énormes au niveau justement de la délivrabilité de ces entreprises. Donc, par exemple, ici, ils mettaient que les meilleures équipes déploient 973 fois plus fréquemment et ont des lead time, donc c'est le temps justement entre les modifications et le passage en production, qui sont 6750 fois plus rapides, contrairement à des mauvais performeurs ou des bas performeurs, des low performers. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que on peut être Cdiscount ou Amazon ou eBay, donc être sur le même secteur d'activité, sur la partie e-commerce par exemple, mais pour autant, on peut avoir des vrais problèmes de délivrabilité, alors que des concurrents vont aller beaucoup plus vite. Et donc, ils vont pouvoir accéder à des marchés qu'on n'a pas forcément, etc. Donc, c'est super important pour l'entreprise de pouvoir déployer et délivrer rapidement. On a aussi des indicateurs sur la stabilité, parce que c'est bien de délivrer rapidement, mais est-ce qu'on a des bugs à chaque fois qu'on délivre? Est-ce que lorsqu'on a un bug, on peut le corriger facilement, etc. Donc il y a beaucoup de questions en fait qu'on peut se poser là-dessus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont identifié à partir de tout ça 4 indicateurs clés, donc les 4 key metrics d'Accelerate. Alors maintenant, il y en a 5, mais on ne va pas parler du cinquième. Mais ces 4 indicateurs, en fait, ils doivent être gérés par entreprise de la même manière. C'est-à-dire qu'on doit travailler sur la fréquence de déploiement. Est-ce qu'on délivre une fois par jour ou une fois par mois ou une fois par an? Donc ça peut dépendre aussi d'organisation, mais l'objectif, évidemment, c'est d'avoir cette fréquence de déploiement qui est la plus rapide possible. L'edit time for change, c'est combien de temps on va mettre entre les modifications qu'on est en train de faire et le fait que ces modifications soient en prod. Vous savez, quand on fait des features mais qu'elles ne sont pas en prod, c'est du stock. Donc ça ne sert à rien, en fait, ça n'a aucune valeur. On est en train de stocker des choses d'un côté, les clients ne le voient pas. Donc en fait, ça nous fait plaisir juste à nous. Mais tant que ce n'est pas en production, ça ne sert à rien. Donc l'objectif, c'est qu'on puisse le mettre en production le plus rapidement possible. Mais qui dit mettre en production le plus rapidement possible veut dire aussi, il ne faut pas non plus qu'on casse tout à chaque mise en production. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi 2 indicateurs qui sont super importants à suivre, qui sont le change failure rate, donc c'est le pourcentage de déploiements qu'on va faire qui vont introduire des bugs en production, et le temps qu'on va mettre pour réparer si jamais il y a des bugs. Est-ce qu'on va mettre 1 mois à chaque fois à réparer un bug? Là, c'est une catastrophe. Donc en regardant ces 4 indicateurs vraiment en parallèle, ça nous donne une bonne image de est-ce qu'on est bon ou pas et où est-ce qu'on peut s'améliorer. Et ce qui est intéressant, c'est que Accelerate va plus loin. Dans l'étude, ils vont mettre en avant des capacités. Donc, il y en a plus d'une vingtaine. Et c'est en fait des caractéristiques et les process qu'avaient mis en place ces entreprises qui, justement, avaient des très bons indicateurs, des 4 key metrics. Et donc, ça nous donne une indication qui vient des industries de qu'est-ce qui est intéressant à faire ou pas. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'en gros, c'est l'industrie qui te dit, c'est pas vous, c'est pas votre entreprise, mais c'est la réalité du marché. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir quelqu'un aujourd'hui qui est un responsable hiérarchique qui connaît rien à l'IT, qui vous dira non, en fait, vous ne pouvez pas mettre en place du continuous testing parce que ça va nous coûter cher et ça sert à rien, par exemple. En fait, là, vous pouvez prouver que l'industrie a prouvé elle-même qu'il fallait faire ça. Et donc maintenant, c'est acquis, il n'y a plus de discussion possible. Vous montrez l'étude a été faite de manière très scientifique et il n'y a aucun souci, en fait, normalement, on ne peut pas contredire ça. Alors évidemment, il y a des petites spécificités en fonction des contextes. Évidemment, c'est toujours ajustable, il ne faut pas tout prendre comme ça, mais ça vous donne une super direction à suivre. En tout cas, c'est des arguments d'autorité qui, là, pour le coup, font vraiment foi. Et dans ces arguments d'autorité, il y a 2 indicateurs qui sont assez intéressants à suivre, enfin 2 capabilities qui sont assez intéressantes à pousser. La première, c'est celle dont on parle aujourd'hui, c'est la learning culture. Donc en gros, Accelerate dit, il faut mettre en place dans l'entreprise une culture de l'apprentissage. Il faut rentrer dans cette démarche d'apprentissage continu avec les différentes équipes. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, on va droit dans le mur. Donc, il nous faut en fait cette culture d'apprentissage. Et il y a un autre indicateur qui est la maintenabilité du code. Et en fait, les deux sont très liés. C'est-à-dire qu'en mettant en place cette culture de l'apprentissage, on va tout de suite améliorer l'indicateur qui est lié à la maintenabilité du code par tout ce qu'on va faire en fait dans la learning culture. Mettre en place des coding dojo, du mob programming, du DDD, du e-learning, etc. Tout ça, ça vient dans cette learning culture et ça va nous permettre de s'améliorer sur la maintenabilité du code. Donc là, on comprend vraiment que ce qui est important, c'est les connaissances. Dans les équipes et entre les différentes équipes, ces connaissances, elles doivent être partagées et c'est super important vraiment de travailler sur l'amélioration de ces connaissances en continu. Alors aujourd'hui,
comment est-ce qu'on peut aussi justifier que c'est important de travailler sur ça dans le quotidien? Il y a encore d'autres études qui sont sorties ici, qui est une étude de 2022 qui a été faite par Stack Overflow, qui mettait en avant que chaque développeur dans les équipes perd en moyenne entre 6 et 13 heures par semaine à chercher des réponses à ces questions. Donc 6 à 13 heures par semaine, ça fait plus de un jour ouvré, donc ça fait presque 2 jours de la semaine qui est perdu en fait à toujours chercher des réponses à nos questions. Donc ça paraît énorme, mais pour le coup, c'est une vraie étude. Donc c'est pareil, il faut prendre ça en se disant, OK, ça doit être à peu près le score qu'on peut imaginer dans les équipes. Donc c'est vite énorme en fait ce qu'on peut perdre comme temps si on n'a pas un partage de la connaissance qui est important. Et de la même manière, chaque développeur passe entre 5 et 11 heures par semaine à répondre aux questions des autres. Donc en fait, on peut cumuler les deux, hein, et on voit le temps qu'on perd là-dessus, en plus de tout le temps qu'on perd à cause de la maintenabilité du code, en plus de tout l'argent qu'on perd avec les bugs, etc. Donc on se rend bien compte que dans notre métier, si on ne prend pas ces sujets vraiment à bras le corps et qu'on ne travaille pas dessus, on va droit dans le mur. Et en fait, on va juste brasser de l'air et passer notre temps à essayer de fixer des bugs, etc. Et en fait, on va faire de la bidouille, mais ça ne va pas fonctionner. Donc aujourd'hui, on a pas mal de solutions qui existent et qui sont mises en place dans les équipes. Alors n'hésitez pas à en partager, hein, dans le chat ou par question si jamais vous avez des manières de faire justement pour pousser des connaissances dans les équipes que je listerai pas. C'est toujours intéressant d'avoir aussi des retours d'expérience de votre part, hein, là-dessus. Mais ce qu'on voit de plus souvent en premier, alors sur la partie dev, mais ça existe aussi sur la partie test, c'est des revues de code. Donc l'idée, c'est de se dire, quelqu'un va pousser du code, on va faire une branche et puis on va faire une revue de ce qui est passé. Alors là, ça va nous permettre de vérifier effectivement si il y a des bugs évidents, des problèmes de sécurité ou pas. Et on va pouvoir commencer à appliquer des pratiques, un petit peu des standards des équipes, si on les a définis. Le problème des revues de code, les problèmes, je dirais même, c'est que déjà, quand on fait du feedback à quelqu'un, on fait du feedback à une seule personne. Donc c'est dommage parce que c'est pas quelque chose qui va servir à toute l'équipe, ni à l'ensemble de l'entreprise, en fait, des équipes d'entreprise. Donc c'est vraiment très ciblé sur faire du feedback à une personne. Donc ça passe pas vraiment à l'échelle. Aussi, il y a un manque de capitalisation. Les commentaires qu'on va mettre en revue de code, ils vont être perdus lorsque le code va être mergé. Et c'est très rare. Alors, dites-le dans le chat si ça vous arrive, hein, mais de mon côté, je suis jamais allé revoir des anciens commentaires que j'avais mis il y a 4 mois, 6 mois. En fait, ces commentaires, ils sont perdus une fois que le code est mergé. C'est le temps que ça va prendre et le fait que ce ne soit pas cross-équipe. Alors, on a fait un webinar sur le sujet il y a 2 semaines, justement, sur l'accélération des revues de code, où on parle du parallèle entre les revues de code et les revues de pratique. Et c'est quoi un bon commentaire, un mauvais commentaire, comment structurer les commits, comment structurer justement les pull requests, etc. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil sur justement notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de Promise. On a donc le résumé d'intervention, hein, avec Eric de Datadog sur justement cette partie revue de code, où on parle de tout ça et de tous ces problèmes. Ensuite, certaines personnes vont nous dire, mais si on fait du mob programming ou du pair programming, c'est-à-dire que on va travailler tous en équipe pour rédiger des tests ou pour rédiger du code, donc soit à deux, soit avec l'ensemble de l'équipe. Ils disent, oui, c'est la solution miracle parce que au moins on est tous ensemble. Alors effectivement, c'est super efficace parce qu'on est tous ensemble, donc là c'est rapide, la diffusion se fait très vite. Pour autant, ça ne nous empêche pas du tout d'avoir les mêmes problèmes qu'avant sur la diffusion à large échelle des standards et la capitalisation sur ce qu'on se dit. C'est presque encore pire parce que toute la transmission se fait à l'oral et donc c'est très volatile. Donc, quand je vais travailler avec quelqu'un et que je vais lui faire du feedback, justement à l'oral, évidemment, ça ne va pas servir à une autre personne dans l'équipe qui aurait bien aimé avoir ce conseil ou cette information parce que cette personne va galérer peut-être la semaine prochaine avec. Donc c'est pareil, c'est une autre manière de faire, mais qui ne vient pas vraiment répondre à cette problématique. Alors ensuite, on va nous dire, si on veut capitaliser, utilisons des wikis. Utilisons des liens magiques, justement, tout ce qu'on va avoir avec Confluence, Notion, etc. Et on va être sauvé. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont du Confluence ou du Notion qui est bien structuré, qui est bien mis à jour, et tout le monde s'en sert et tout le monde contribue. De notre point de vue, on l'a encore, je crois, pratiquement jamais vu dans les entreprises. Il n'y a que quelques entreprises qui essayent de le faire, mais ça leur prend un temps juste monstrueux. Donc en fait, c'est bien ça pour centraliser la documentation qui est très haut niveau. Mais par contre, on a toujours les mêmes problèmes. Les équipes de dev ou de test vont très rarement en fait consulter ça, donc on ne va pas sortir de notre environnement pour aller lire. L'évolution de tous ces standards, de toutes ces pratiques, ça évolue très rapidement, comme je disais, hein, c'est de l'ordre de la semaine, hein. Donc évidemment, on ne va pas passer notre temps à maintenir tous ces standards, etc. C'est toujours assez lourd.
et la collaboration. Qui est-ce qui écrit justement ces standards? Est-ce que c'est une seule personne et puis du coup on écoute cette personne? Ou est-ce que c'est vraiment collaboratif? Donc, effectivement, oui, les Confluence restent bancales. Si on fait une recherche, effectivement, on a un client qui nous a dit bah, Confluence, c'est la plus grosse poubelle qu'on a réussi à créer parce qu'il y a tellement de choses dans Confluence que la recherche plante en fait quand on essaye de la faire. Et donc, plus personne s'en sert. Donc, au final, ça a été beaucoup de travail pour pas grand-chose parce qu'ils vous ont voulu mettre trop de choses dedans, en fait, évidemment. Donc, il y a une autre manière de faire qui est très efficace pour apprendre beaucoup de connaissances, justement, beaucoup de choses assez rapidement. Ça va être e-learning. Julien, après, va pouvoir en parler parce qu'il est plus spécialiste encore que moi sur le sujet. Mais vraiment, le e-learning, ce qui va être intéressant, c'est que ça va nous permettre d'acquérir rapidement beaucoup de bases solides sur du React, sur du BDD, par exemple, du TDD, quoi que ce soit. Donc, en fait, on va avoir quelque chose de condensé avec des formats courts qui va pouvoir rester dans le temps et qui va pouvoir être utilisé à plus grande échelle. Donc ça devient intéressant sur la partie justement industrialisation et diffusion des formations plus facilement que si on avait un formateur à chaque fois. Donc le e-learning, c'est vraiment une manière aussi de répliquer les formations et de faire de l'onboarding plus facilement avec les nouveaux arrivants. La problématique qu'on peut avoir avec le e-learning, si on le fait seul, si on fait juste du e-learning, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui vont dire bah, ok, c'est bien, j'ai suivi une formation sur du TDD ou du BDD ou tel type d'architecture, mais moi, dans mon contexte précis, j'ai du code legacy, c'est pas forcément applicable, etc. Donc en fait, on va juste avoir du mal à appliquer ce qu'on a appris justement en formation. Et donc là, c'est lié en fait aux spécificités de chaque entreprise. Donc pour ça, le e-learning seul en fait peut pas forcément répondre à cette problématique. Et après, il y a la question de la durabilité. J'ai suivi une formation pendant 2 jours en e-learning. Est-ce que dans 2 mois, je m'en souviendrai encore et est-ce que je serai toujours capable de l'appliquer dans mon contexte? En fait, il y a un suivi à avoir et une évolution qui est importante. On ne peut pas juste se servir de ça comme une solution seule en fait, pour faire ce e-learning. Donc ça nous amène à ton intervention, Julien, parce que justement, l'idée en fait, que tu as eue, ça a été de se dire bah, le e-learning seul, ça ne marche pas, ou ça marche, mais c'est limité. Le coaching qu'on peut avoir avec quelques équipes, c'est bien, mais ça ne passe pas non plus forcément à l'échelle. Et de notre côté, on a la plateforme Promise qu'on a développée qui permet aux équipes de se partager aussi des connaissances. Mais pour autant, il faut les avoir à la base, des connaissances. On ne va pas juste mettre Promise dans les mains d'une équipe qui a presque pas de connaissances sur du DDD, par exemple, et qui veut progresser là-dessus. Il faut du coaching, il faut des formations avant. Et donc, avec les retours que tu as eus au fur et à mesure des années, parce que ça fait longtemps que tu travailles sur le sujet, en gros, tu as vu en fait la problématique, enfin toutes les problématiques que je listais un petit peu au début, toi tu les as vues depuis encore plus longtemps, et tu t'es dit effectivement, on va essayer de fusionner les différentes approches. Donc je te laisse effectivement. Ouais. Ouais, tout à fait, Arthur. C'est vrai que en fait, la création de cette offre et du coup après de cette structure, elle est liée surtout de pain points qu'on a sur le terrain en tant que société de consulting et que nos clients ont. Donc, souvent, on est mandaté pour alors, si je prends l'exemple du test logiciel, on est mandaté chez des grands comptes pour diffuser des bonnes pratiques autour du test, faire des stratégies de test, former des nouveaux acteurs sur cette thématique. L'idée globale, c'est qu'au sein d'une équipe agile, par exemple, on arrive vraiment à animer des ateliers sur les enjeux liés à la qualité tels que tu l'as présenté. Bon, ça, c'est pas nouveau. Une fois qu'on a fait ça, la problématique, c'est comment on passe à l'échelle. Parce que c'est assez simple, entre guillemets, d'accompagner une équipe agile si on a un budget pour un coach ou un test lead. Mais quand le client a une DSI de 500, 1000 personnes et qui se dit « Ouais, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, il faut que mes 500 développeurs, que mes 50 équipes agiles, elles aient des bonnes pratiques à peu près cohérentes et une maturité à peu près homogène. » Parce qu'autrement, vous le savez, c'est comme la sécurité, la qualité, c'est une chaîne et il suffit qu'il y ait un ou deux maillons faibles et l'ensemble des équipes va s'aligner sur ce maillon faible. Bon, une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour coacher 50 équipes agiles? Souvent, on n'a pas de budget pour avoir 50 coachs. Et d'un autre côté, les coachs, ils vont devoir animer des ateliers un peu de manière qui peuvent paraître répétitives, toujours expliquer c'est quoi le BDD, à quoi ça sert par exemple, ou c'est quoi SAFe, comment on le met en place. Et eux-mêmes, ça les épuise de répéter tout le temps les mêmes choses.
Donc, ça, c'est un peu le constat qu'on a eu, qui existe toujours aujourd'hui. Et donc, on a essayé de fusionner différentes briques pour dégager une valeur ajoutée un petit peu différente dans notre approche. Mais là, c'est sur Upskill for IT. Il y a peut-être d'autres sociétés qui essayent de faire la même chose ou les DSI essayent de faire des choses comme ça en créant des communautés, par exemple. On va créer une communauté agile, cyber, et on va organiser des petits Rex en interne. Mais faire vivre ça dans le temps, c'est pas facile, et surtout capitaliser, hein. Tu parlais de cette notion de turnover, d'onboarding. Bah oui, je suis nouveau, j'arrive sur un projet, je suis pas au courant de tout ça, je sais pas comment ça marche. Donc, grosso modo, on s'est basé sur une approche en 3 briques. Une première brique où tout ce qui est répétitif, qui correspond un peu aux fondamentaux pour mettre une population à un niveau à peu près homogène. Parce que c'est très dur de coacher, comme tu le disais, des populations d'ingénieurs qui n'ont pas une culture homogène sur une thématique donnée. Donc, c'est le e-learning. Donc, le e-learning, il n'y a pas tant de cours en e-learning qui existent en français et en IT, en fait. Parce que c'est chronophage de développer ça, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses en anglais, on se dit que ça va suffire, mais souvent, c'est pas adapté, c'est pas finançable, etc. Donc, on travaille depuis 1 an sur la mise en place de cours de e-learning. Alors là, je crois que tu as un slide sur les différentes thématiques après. Tout à fait, ouais. Pas mal de Voilà. choses. Donc là, c'est les thématiques qui sont sur lesquelles on a déjà travaillé. Donc il y a des cours qui sont pour les agilistes, les product owners, les gens qui font de l'UX, les développeurs, les gens qui font de l'IA, du deep learning, du test, du DevOps, de la data, de la sécurité. On peut avoir des formations sur des outils. Par exemple, tiens, je vais me former à Jira, à X-Ray. Donc là, c'est plus des formations outils. Donc là, on a des partenariats avec des éditeurs de logiciels aussi, notamment. Et donc, une fois qu'on a mis ça en place, donc c'est la deuxième approche, c'est de se dire, OK, bah, on vérifie qu'on a bien onboardé les gens sur les bonnes pratiques et on peut créer des parcours donc, qui vont activer différents modules et différentes thématiques en disant, bah voilà, sur le projet X, moi, je veux que mes équipes, elles fassent le module Safe, Agilité, Scrum, Clean Code et Test Automation, par exemple. Et après, elles vont avoir, ce qui est vraiment différent, c'est qu'on va créer des ateliers. Donc, vous avez accès à des coachs qui vont pouvoir faire des ateliers de 2 heures avec vous. Parce que, bon, souvent, au bout de 2 heures, on a le cerveau qui chauffe. Mais c'est vraiment de mettre de l'humain avec le bon expert au bon endroit au bon moment. Bah déjà, c'est plus efficient et ça coûte moins cher pour l'entreprise. Donc, ce qu'on a mis en place, nous, c'est des groupes d'ateliers. Vous pouvez choisir 5, 10, 15 ateliers et vous avez le coach qui va bien pour le mettre en pratique, soit sur des TP génériques, soit vraiment sur votre projet. Donc, je sais pas, là, tu parlais, je crois, un peu de clean code, Arthur, tout à l'heure. Bah, OK, on regarde le code. Tiens, je veux faire du TDD. Sur mon projet, j'y arrive pas, ça marche pas. OK, bah, on va faire du pair programming pendant 1 heure ensemble. Je vais répondre à tes questions, etc. Donc, du coup, il y a aussi le sentiment d'être accompagné, suivi vraiment par quelqu'un qui est un des experts dans le domaine en France sur ce sujet. Déjà, c'est sympa. C'est pas toujours des experts qui sont accessibles. Et deuxièmement, bah, je pense que c'est valorisant et productif pour l'entreprise où bah, tout le temps, l'énergie qu'on a mis en place sur le learning, on va pouvoir être sûr qu'il est bien appliqué dans le projet et dégager de la valeur, de la productivité. Et la troisième étage, entre guillemets, de la fusée, c'est effectivement de se baser sur des outils pour capitaliser ce savoir-faire. Ces bonnes pratiques, alors surtout des outils qui vont être faciles à utiliser quand il y a du code, que ce soit du code sur du test automation, du développement, etc. Pour identifier des bonnes pratiques dans le code, voir si on a un problème dans le code, que l'outil puisse préconiser une autre façon de le coder, ou renvoyer sur un des cours qu'on a fait dans le e-learning, en disant, tiens, tu devrais revoir telle partie du cours, etc., qui traite de ce sujet. Et là, on a une valeur ajoutée qui va rentrer en résonance un petit peu avec ces 3 blocs fonctionnels, parce qu'on va aussi pouvoir capitaliser des bonnes pratiques qui sont propres à une entreprise, parce que tout le monde n'a pas la même façon de travailler.
et faciliter l'onboarding, par exemple, des juniors dans l'entreprise, diminuer le turnover et à la fin de tout ça, garantir la qualité du produit qu'on développe en fait. Garantir la bonne UX, la bonne maintenabilité du code, l'efficience des tests, etc. Donc c'est une approche qui est un peu hybride et qui est un peu différente de ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché et qui se cale bien avec un peu les philosophies d'agile learning dont tu parlais. On n'a plus le temps de se dire, tiens, je vais partir une semaine en formation là-dessus, j'arrête de bosser pendant une semaine. C'est pas évident de nos jours. Donc là, on peut vraiment se former à notre rythme, tout en ayant du support d'un expert pour vraiment mettre en pratique derrière. Et on retrouve bien cette notion d'agilité, je trouve, dans cette approche. Ouais, tout à fait. Comme tu Voilà. dis, aujourd'hui, c'est très rare de se dire, on va partir une semaine, arrêter la prod, et cetera. Donc on est obligé, avec les contraintes de prod, de se former un petit peu régulièrement et en plus, ça servirait pas à grand chose de se former une semaine à temps plein sur un sujet parce que dans 2 mois, peut-être que ça va évoluer et donc il faudrait encore se former une semaine. Donc à Mm. moins qu'on consacre une semaine par mois à la formation, ce qui est quand même beaucoup, il faut le faire en continu, il faut le faire avec des ateliers aussi et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant comme tu dis, c'est, d'avoir la formation rapide et d'avoir un exemple avec le coach sur notre projet. Parce que c'est ça le plus dur en réalité. C'est le Mm. TDD, c'est bien, mais comment on fait par exemple pour l'appliquer dans notre contexte. Alors, spoiler, on fait un webinar dans 2 semaines avec Valentina Koupak sur de TDD appliqué à du code legacy où elle explique Cool. dans le coaching qu'elle fait. Justement, Valentina, ça pourrait être typiquement une des coachs Il d'Upskill faut la for IT. recruter, Arthur, vas-y. Exactement. Parce qu'elle a toute une approche où elle dit, en fait, on part du code legacy, on doit changer l'architecture, on doit le rendre testable, on doit commencer par faire du test after, et petit à petit, on arrive sur du TDD. Mais il y a 7 ou 8 étapes, en fait, à avoir, où on apprend à refactorer des choses, etc. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que de juste se dire, on va faire du TDD dans notre équipe parce que c'est cool et c'est à la mode. Donc, c'est super important d'avoir des Ouais. coachs qui vont comprendre notre contexte aussi. Après, oui, je vois qu'il y a une question sur 2 heures, est-ce que c'est suffisant, etc. Non, bah, évidemment, c'est pas suffisant et c'est pas ce qu'on propose. C'est juste le format qu'on essaye de pas dépasser 2 heures. Alors, chez certains clients, ça peut être 1h30, d'autres 2h30, mais l'idée, c'est que ce soit par petites touches pour vraiment te concentrer à 100%. Par contre, il y a une idée de fréquence, de répétition qu'on va retrouver dans l'apprentissage pour l'ancrage mémoriel. Donc, nous, au minimum, c'est 5 ateliers, mais après, il n'y a aucune limite, hein, ça peut être 10, 15. Et l'idée, c'est que pendant, par exemple, 3 mois, on va vraiment intervenir à des rythmes réguliers. Ça va être une fois par semaine, par exemple, au départ, le premier mois, puis après, une fois tous les 15 jours, le deuxième mois, etc. Mais on va définir à l'avance un planning d'intervention. Par exemple, vous savez que tous les mardis matins, de 9h à 11h, vous avez votre coach personnel qui va travailler sur. Vous allez pouvoir préparer vos questions tout au cours de la semaine, lui dire tiens, il faut que je vois ça avec lui, là, ça marche pas ce truc, etc. Et pendant 2 heures, vous lui posez toutes les questions que vous voulez, etc. Et ça a lieu toutes les semaines. Ouais, la Donc, fréquence, c'est vraiment toutes les semaines. Ouais. Il faut que voilà, ce soit régulier pour toi. il y a cette fréquence. Donc, nous-mêmes, on n'impose pas la fréquence, mais on impose qu'il y ait une fréquence. L'idée, c'est pas de faire un atelier perdu tout seul dans son coin. On est bien d'accord. Ouais. Il faut répéter ça pendant le temps. Et c'est vrai alors, il y a des questions qui ont été posées. Est-ce que ce type de formation agile, ça peut s'appliquer à d'autres métiers que la partie dev, donc pour les product owners, par exemple? Alors, je crois que justement, Oui. c'est dans la liste, non? On a même, par Ah, exemple, des formations, nous, sur l'anglais. Alors, c'est pas de l'anglais pour apprendre l'anglais, hein, c'est pas notre job. Par contre, on peut des fois galérer parce qu'on est dans un environnement international, il faut présenter sa stratégie en anglais, on n'est pas à l'aise, il y a des managers dans différents pays. Donc là, on a une coach qui va vous aider à faire des super présentations en anglais. Comment convaincre votre manager d'avoir un budget pour faire ci, pour faire ça? Comment convaincre votre manager que vous avez une super idée en termes d'organisation? Ou comment communiquer en anglais dans une entreprise? Donc ça, c'est un exemple de choses qui n'ont pas de lien direct avec l'IT, mais qui sont sympas. On va essayer de développer tout ce qui est soft skills aussi dans le futur. Là, on ne l'a pas encore fait pour l'instant, mais c'est super important aussi de quelles sont nos valeurs en termes de soft skills dans l'équipe, en termes de bienveillance, en termes de X et d'Y, de parité. Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'actif, sauf que
dans la vraie vie, un succès, un projet, il marche ou il ne marche pas que à cause de l'IT. Donc là, petit à petit, on va essayer d'intégrer ces thématiques-là et s'ouvrir à d'autres consultants sur ces sujets-là. Euh, j'ai cru voir une question sur le nombre de personnes dans les ateliers. Bah, si c'est une thématique qui concerne plusieurs personnes, on peut avoir 2, 3 personnes et parler du TDD, par exemple, à 3 développeurs en même temps. Ou si on parle de BDD, imaginez un atelier où on est un PO, un dev et un QA. Là, ça peut faire du sens. Mais on peut très bien faire des ateliers pour une seule personne, où là, ça va vraiment de travailler sur la problématique de la personne et répondre à ses besoins à lui. Et est-ce que tu as une limite, justement, en termes de préconisation sur le nombre de personnes qui assisteraient aux ateliers? C'est vraiment, normalement, on ne dépasse pas 2, 3 personnes Ouais. pour qu'il y ait Sinon, cette après, il y a notion l'échange d'interaction, possible. en fait. L'idée, c'est pas de refaire un cours. Donc là, les cours ou des petits TP peuvent être inclus dans les cours. Donc là, c'est plus des TP qui sont inclus dans le cours de e-learning où on prend un cas d'école et on le résout. Mais le coaching, c'est vraiment plutôt pour traiter des thématiques qui soient vraiment propres à une équipe. Ok, ouais. Bah, c'est très clair aussi. Bah, effectivement, comme tu dis, il est vraiment l'approche entre la formation e-learning, le coach derrière pour avoir quelque chose de spécialisé. Ça permet d'avoir un suivi. Et après, effectivement, l'approche outillée, comme tu disais, si on prend l'exemple avec Promise, donc avec ce qu'on développe, l'idée, c'est de se dire, les bonnes pratiques qu'on a vues pendant la formation et qui ont été poussées par le coach, en fait, c'est des pratiques qui vont souvent être spécifiques à des choses très tech, hein, avec ce qu'il y a dans le code, que ce soit du code de test ou du code de dev. Hein. Comment est-ce qu'on rédige bien des tests d'intégration, des tests unitaires, sur quoi on se base, comment on les structure, etc., comment on les rend maintenables. Tout ça, en fait, c'est un ensemble de pratiques. Donc, en gros, on va faire une formation, on va voir un certain nombre de pratiques différentes. Ces pratiques, comme on disait, soit elles sont un peu partagées à l'oral, soit dans les formations, mais c'est intéressant de les capitaliser. Donc, ce qu'on propose, nous, avec Promise, c'est de les capitaliser dans les IDE et dans les outils de revue de code directement, dans GitLab ou GitHub, ce qui permet de ne pas avoir à aller dans Confluence ou un outil comme ça, où c'est beaucoup plus dur à maintenir. Donc là, en fait, le coach qui va accompagner l'équipe peut se servir des plugins IDE, par exemple Promise, pour identifier des bonnes ou des mauvaises pratiques qui auraient été mises en place par l'équipe. Donc régulièrement, on peut faire aussi comme ça, évoluer un petit peu ces différentes pratiques. Donc soit en revue de code, soit directement depuis IDE. Mais en revue de code, c'est pareil. Lorsqu'on va mettre un commentaire à quelqu'un, on peut identifier une pratique à partir de ce commentaire pour capitaliser dessus et se dire, tiens, par exemple, la gestion des time zones ici, on va en faire une pratique qui est qu'il faut toujours passer par un service qui va s'appeler de date formateur qui lui-même va gérer les time zones. Comme ça, on n'a pas à s'embêter à mettre 15 fois dans le code en fait de la logique par rapport aux dates, etc. Parce qu'on sait très bien que c'est l'horreur après à maintenir. Donc tout ça, c'est des pratiques qu'on va pouvoir intégrer dans la solution, qu'on va valider avec l'équipe et qu'on va présenter sous forme d'ateliers. Donc c'est vraiment des ateliers de revue de pratique qui vont être complémentaires aux revues de code et à ce qu'on fait d'habitude, mais qui vont vraiment servir au coach à présenter justement les différentes pratiques avec les exemples de code associés, etc. Les corrections associées aussi. Donc tout ça, ça va être enregistré, ça va arriver sous la forme de pratiques. Et les pratiques, elles ressemblent à ça. En gros, ça va être un nom, une petite description. On ne va pas écrire un livre sur chaque pratique. Des exemples de code associés. Et ça va nous permettre de capitaliser donc, sur tout ce qui va être vu pendant la formation. Et ça va apparaître en fait dans Promise, dans l'IDE, sous la forme de standards. Donc vraiment des standards de développement qui vont être aujourd'hui ce qu'on veut appliquer dans le projet en termes de test, en termes de dev, en termes de DevOps, ce que vous voulez, de sécurité. Et ces standards, en fait, ils vont évoluer. Parce que toutes les 2 semaines, il y aura encore des personnes qui vont remonter des sujets de discussion, des pratiques, etc., en fonction de ce qui est ajouté dans le projet. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment cette évolution, en fait, justement. Ça va aller très, très vite pour faire évoluer ces pratiques. Et c'est ça qui est important. C'est de les faire évoluer, de suivre notre manière de faire. Donc, il y a vraiment pas mal de choses qui vont être mises en place après. On peut accélérer l'onboarding avec des ateliers qui sont des ateliers de ce qu'on appelle des discovery workshops où on va présenter les pratiques qu'on a mis en place chez nous à un nouvel arrivant. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand quelqu'un arrive, si c'est une personne qui a pas mal d'expertise ou d'expérience, elle va avoir d'expérience, mais elle va avoir d'expérience sur des manières de faire qui ne sont pas forcément celles qu'on a en interne. Donc, ce qui est important, c'est qu'elle découvre
cette personne ce qu'on a mis en place en interne comme manière d'architecturer des choses, de gérer les tests, etc. Et aussi que cette personne puisse contribuer à faire évoluer notre manière de faire, en nous suggérant des choses, en nous disant, en fait, ça fait peut-être 5 ans que vous faites ça, mais je vous apporte une nouvelle manière de faire du BDD, par exemple. Et je vous montre une nouvelle manière de développer. Et donc là où c'est intéressant, c'est vraiment qu'il faut qu'il y ait cet échange. Et si on n'est pas outillé, si on n'a pas justement tout ce mécanisme qu'il y a derrière, de revue un petit peu de pratique, c'est très compliqué de le faire. Ou ça va être fait à l'oral, de manière artisanale, et ça va être compliqué dans tous les cas. Et donc on a déjà tellement la tête prise par la prod et tout ce qu'il y a à faire, qu'en termes de charge mentale, en fait, on ne peut pas s'en sortir. Donc en fait, on met ça de côté, puis on ne fait rien. Et c'est pour ça qu'en 2023, on se retrouve avec plein d'entreprises qui développent comme dans les années 2000 et qui n'ont pas du tout fait évoluer leur manière justement de tester des choses, leur manière d'architecturer ou quoi que ce soit. Parce qu'en gros, les gens ne se sont pas posé la question de c'est quoi la meilleure manière de faire aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais dire là sur la partie Promise. On a fait le tour, Julien, de tout ce que tu as dit. Il y a une question qui a été posée. Ma question était en tant que test manager, si les équipes métiers et la hiérarchie se forment à une formation, par exemple QA test, alors est-ce que ce type de formation peut les sensibiliser sur l'effort nécessaire au test et au processus derrière nécessaire pour mettre en place l'automatisation? Donc en gros, est-ce que le fait, si je comprends bien, est-ce que le fait que les gens suivent un petit peu cette formation, ça peut les sensibiliser sur le fait que c'est important de mettre en place des stratégies de test qui soient efficaces? Question pour toi, Julien, je pense. Oui. Alors je ne sais pas si c'est la formation qui peut les sensibiliser. Si on se lance dans une formation, c'est qu'on normalement on a déjà saisi que c'était une thématique utile. Par contre, il y a différents profils dans une équipe. Donc, si on prend l'exemple de l'ISTQB, qui est une formation certifiante sur les fondamentaux du test, qu'est-ce que c'est le test, à quoi ça sert, les différentes pyramides de test, qu'est-ce qu'il faut automatiser. Là, c'est vraiment des fondamentaux et du vocabulaire. Ça, oui, ce que je pense que c'est assez théorique comme approche, mais ça peut être une espèce de sensibilisation globale à la qualité pour des gens qui ne sont pas forcément des testeurs, ça peut être des développeurs, des PO. Et du coup, ça va donner une petite appétence et surtout mieux comprendre les enjeux liés au test et à la qualité, à l'ensemble de la team. Et donc, du coup, on peut imaginer que ça va faciliter les prises de décision ensuite. Souvent, après, ça peut aussi se faire par des audits où on peut avoir des coachs. Alors, les coachs dont je vous parlais peuvent peut-être aussi intervenir en amont pour discuter avec l'ensemble des acteurs, pour bien comprendre la problématique et proposer du sur-mesure en termes de cursus de formation qu'on peut activer sur la plateforme ou de coach qui pourrait intervenir quel coach intervient à quelle étape, faire un peu de ce qu'on appelle de l'ingénierie de formation en amont. Donc ça, on peut tout à fait l'imaginer. Alors si c'est très court, c'est 1 heure ou 2 à discuter avec les managers, c'est gratuit. Si c'est plus complexe, il faut aller interviewer plein de personnes à droite à gauche pour faire un peu une stratégie globale. À ce moment-là, c'est juste une prestation de quelques jours. Mais on peut tout à fait travailler en amont sur la sensibilisation liée aux enjeux. Et après, dans le plan d'action lié à ce mini-audit, il va avoir des plans d'amélioration sur lesquels on va pouvoir mettre du coaching de différentes équipes. Mais effectivement, ça peut faire sens d'avoir une petite étape d'analyse avec l'ensemble de l'équipe en amont pour vraiment être sûr d'activer les bons outils au bon moyen et les bons coachs au bon moment pour votre équipe. D'ailleurs, ça me permet de rebondir. J'ai Cédric qui envoie un lien parce que justement, tu as créé un petit typeform là pour. Ouais, c'est vrai. En fait, là, comme on est dans une phase donc on a recruté, il y a plus d'une trentaine de formateurs maintenant sur la plateforme, et on est en train de tester le modèle. Par exemple, on vient de mettre en ligne sur une formation sur l'ATDD avec Didier Joliot, donc on en a d'autres sur le test automation, Selenium Catalon, sur l'UX qui est déjà opérationnel, sur le clean code, enfin bref. Donc, on cherche des entreprises qui ont quelques centaines de salariés et qui ont cette problématique de comment on passe à l'échelle. Donc, on vous propose de tester gratuitement 1 ou 2 formations
pour déjà nous donner votre feedback sur qu'est-ce que vous en pensez, la qualité de la formation, l'expérience utilisateur sur notre académie de test. Et suite à ça, vous pourrez décider ou pas d'activer les options de coaching qui, elles, seront payantes. Mais en tout cas, voilà, on lance une étape de bêta-test sur lequel vous pouvez candidater et on choisira quelques entreprises qui auront la chance de pouvoir tester ça en grandeur nature. Voilà, donc les entreprises qu'on cherche, et ça, c'est des entreprises qu'on va dire entre 50 et 500 personnes qui ont ces thématiques-là de développement de produits IT et qui seraient motivés pour tester ces premiers modules de formation. Ça peut aussi être ces coachs peuvent intervenir également sur des petites pastilles de 30 minutes plus pour faire de l'animation de communauté. Donc, si dans votre entreprise, vous êtes dans une communauté test, une communauté agilité, UX, on peut sélectionner un des coachs qui va traiter une thématique en 30 minutes, comme on vient de le faire avec Arthur aujourd'hui. Une fois qu'on a identifié dans cette communauté une dizaine de personnes qui veulent creuser un peu le sujet, on leur donne accès au bêta-test de la formation et au final, s'il y en a 5 ou 6 qui veulent vraiment le mettre en place sur leur projet, hop, on n'a plus qu'à activer la partie coaching. Et du coup, c'est assez pragmatique comme approche pour vraiment tester le concept et avoir aussi vos feedbacks. Donc, n'hésitez pas à flasher ce QR code ou à regarder le lien dans le chat. En effet, ça peut être l'opportunité de tester ça pour vous. Exactement. Merci Julien pour toutes ces infos, tous ces échanges. On arrive à la fin du webinaire. Merci encore pour ta participation. Juste pour information pour tout le monde, donc, le prochain webinaire la semaine prochaine sera sur le Green IT, un sujet important en ce moment. Dans 2 semaines, donc, on aura un avec Valentina Koupak sur le TDD sur du code legacy. Dans 3 semaines, avec Manon Carbonel sur la partie front-end. Donc vraiment pas mal de choses sur justement la testabilité et pas mal de choses justement autour du front-end. Et celui d'après, donc qui arrivera, sera plus sur l'approche en flux dans les équipes, justement l'organisation et la délivrabilité dans les équipes de dev, donc plutôt à l'échelle aussi, sur cette approche lean et flux. Donc vous pourrez retrouver tous les prochains webinaires. Hein. N'hésitez pas à vous abonner sur LinkedIn. Julien, si les gens veulent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te trouver, où est-ce qu'ils peuvent te contacter facilement? Là, je peux mettre un mail, sur mon mail All for Test. Sur LinkedIn, j'imagine. Mail, ouais. Sur LinkedIn, ouais. N'hésitez pas à contacter Julien. Et si jamais vous êtes formateur aussi, je pense, ça peut t'intéresser éventuellement. Oui. En fait, la particularité, c'est que en fait, nos clients peuvent être aussi nos fournisseurs. Donc, on peut imaginer un client qui est débutant dans certains domaines, mais qui est expert dans d'autres. Et plutôt qu'une formation qui soit justement dédiée à ses propres collaborateurs, si on passe du temps à monter la formation e-learning avec lui, il peut l'ouvrir à d'autres sociétés et générer des revenus avec ça, générer de la visibilité, de la notoriété pour son entreprise. Donc, c'est ça qui est un petit peu aussi différent. Donc là, on est dans le partage de connaissances, mais même plus en dehors d'une équipe, mais carrément en dehors de l'entreprise. Donc ça peut être, c'est ça aussi qui est intéressant avec le e-learning, c'est qu'en fait, on bénéficie d'expertise de personnes qui sont externes à l'entreprise, qu'on n'aurait pas forcément du tout en connaissance interne. Donc c'est vraiment l'avantage. Les ESN, les ESN et les portails de freelance peuvent, c'est des gens avec qui on est en contact pour leur donner accès à des formations. Alors là, on ne paye pas la formation à l'unité, mais on peut avoir des business models où on va payer un abonnement annuel qui est proportionnel au nombre de personnes qui accèdent à l'ensemble du catalogue. Et ces ESN peuvent aussi proposer du contenu de par les experts qu'elles peuvent avoir en interne et qui ont envie de diffuser leur expertise. Super. Merci pour toutes ces informations. Merci à tous du coup pour votre participation. Comme je le disais, il y a un replay qui sera disponible bientôt sur YouTube. Et à la fin de ce webinaire, vous recevrez normalement le lien du replay par mail. Bonne journée tout le monde. Bonne journée Julien. Bonne journée. Salut. Merci et à la prochaine. Arthur. Merci encore. Salut tout le monde. Salut.